Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers à la fin des deux sessions annuelles. Les guerres de côte d'Argentin ont coulé un bateau de pêche chinois. La partie chinoise a entrepris des démarches urgentes auprès de Buenos Aires. Les négociateurs du gouvernement syrien refusent de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourparlers de paix à Genève. Et le président des États-Unis a nommé le juge de la Cour d'appel Merrick Garland à la Cour suprême en remplacement du défunt juge Scalia. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Les législateurs chinois ont avalisé 9 documents, y compris le projet de résolution sur le rapport de travail du gouvernement et le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social. Le plus haut corps législatif a aussi approuvé le projet de développement économique et social du pays pour la période 2016-2020 qui fixe la moyenne de croissance économique annuelle au-dessus de 6,5% pour les 5 prochaines années. Le président du comité permanent de l'APN, Zhang Dejiang, présidait la réunion. La réunion a examiné et approuvé la loi sur la philanthropie, qui est fondamentale et globale dans la construction de notre système philanthropique. Elle apporte une importante base légale pour faire avancer les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles chinoises, ainsi qu'elle promeut le développement sain de la philanthropie en Chine. Nous devons étudier et promouvoir la loi, être bien préparés en amont de la mise en œuvre de la loi et prendre cette mise en œuvre comme une opportunité pour accroître le développement de la charité en Chine et hisser la construction de la loi caritative à un nouveau niveau. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers après la fin des deux sessions annuelles. Il a répondu à des questions sur la croissance chinoise, l'administration et la stabilité régionale. Plus de 900 journalistes, tous en attente de réponses à leurs questions concernant l'économie et les questions sociales. Pendant 90 minutes, le Premier ministre Li Keqiang a confirmé la détermination de la Chine à soutenir l'économie réelle, disant qu'il y avait plus d'opportunités que de défis. En effet, l'économie de la Chine a été profondément affectée par le ralentissement de l'économie mondiale. En même temps, l'économie chinoise traverse une période de transformation structurelle. Mais le futur de l'économie chinoise est encore prometteur, parce que le marché chinois est rempli de potentiel. Notre peuple est créatif et la réforme de l'offre ainsi que l'urbanisation vont permettre de donner une dynamique interne à notre marché. Le Premier ministre reconnaît que certaines mesures du gouvernement ont empêché le développement des forces productives. Il dit que c'est la raison pour laquelle les procédures administratives seront allégées et déléguées à des niveaux inférieurs. La simplification administrative et la délégation des pouvoirs est la clé de la transformation des fonctions gouvernementales. Il y a 3 ans, à la même occasion, j'avais promis que ce gouvernement allait faire baisser du tiers le nombre de produits qui requièrent une approbation du Conseil des affaires d'État. Nous avons presque rempli cet objectif. Notre but est de fournir aux entreprises et aux particuliers des procédures administratives simples et efficaces. 2016 n'est qu'un début. Le président Xi Jinping avait déjà affirmé que la croissance économique devrait tourner autour d'au moins 6,5% durant le plan quinquennal. Cette assertion a été reprise par le Premier ministre Li dans son rapport de travail. L'objectif est l'édification d'une société de moyenne aisance, telle que soulignée par le plan quinquennal. Mais que signifie le nouveau plan quinquennal pour les citoyens ordinaires? Voici un récapitulatif en 10 points. La Chine va mettre en œuvre un système de protection environnementale plus fort.
Toutes les agences de protection environnementale au niveau provincial conduiront une gestion verticale pour l'air, l'eau et la protection des sols. Des progrès seront réalisés dans les assurances commerciales aux soins des personnes âgées et les plans de retraite d'entreprises ou professionnels. Le système d'assurance sociale sera amélioré pour couvrir tous les habitants de la Chine. Le gouvernement créera des logements de base pour les habitants et optimisera la structure de l'offre et de la demande de logement. 50 millions de nouveaux emplois devraient être créés pour les résidents des villes. L'entrepreneuriat et l'innovation sociale seront encouragés. La Chine rendra l'éducation au lycée obligatoire et exemptera de frais de scolarité dans les écoles secondaires professionnelles. Le pays vise aussi à doubler son PIB de 2010 et son revenu par habitant à la fois dans les villes et dans les zones rurales d'ici à 2020. La Chine veut améliorer le niveau de vie des gens pauvres et dans les campagnes. Le système de santé intelligent promouvra les soins de santé s'appuyant sur Internet, les centres médicaux et les services médicaux éloignés. Par ailleurs, en ce qui concerne le taux de la population urbaine enregistrée, l'objectif est une augmentation de 45%. La Chine envisage de mettre à niveau son système de permis de résidence pour couvrir les personnes qui se sont installées comme résidents permanents dans les villes et les villages. Le train à grande vitesse couvrira plus de 80% des métropoles et plus de 50 aéroports civils seront construits. Lors de la session politique, les députés de l'APN et les membres de la CCPPC de la région administrative spéciale de Hong Kong ont fait entendre leur voix. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Xie Chongchong et Gao Ning. Selon l'avant-projet du 13e plan quinquennal, le gouvernement central chinois apportera davantage de soutien à Hong Kong pour renforcer sa position en tant que centre international de finance, de navigation et de commerce. Comment saisir les opportunités apportées par cette initiative est au centre des discussions entre les représentants de Hong Kong. La période du 13e plan quinquennal correspond aux 5 années cruciales à l'issue desquelles la Chine atteindra une société de moyenne aisance, mais également aux 5 années d'or pour que nous consolidons notre position en tant que centre économique international et perle de l'Orient. Il ne faut plus politiser tous les problèmes de Hong Kong. Nous devons bien étudier les stratégies économiques du pays et combiner les avantages technologiques de Hong Kong avec les avantages de la partie continentale en termes d'infrastructure et de production et chercher à renforcer ensemble notre compétitivité. Les représentants ont également condamné les émeutiers qui ont récemment créé le désordre à Hong Kong et ont saboté les échanges entre la partie continentale et Hong Kong. La recherche du développement de la stabilité et de l'harmonie est l'aspiration commune de tous les citoyens de Hong Kong. La vérité perce tôt ou tard, mais il fallait du temps. J'espère que nos compatriotes de la partie continentale ne garderont pas de mauvaises impressions de Hong Kong et pourront comprendre que les émeutiers ne représentent pas la majorité de la société hongkongaise. Certains médias ont exagéré l'instabilité de la société hongkongaise. Hong Kong est toujours un très bon endroit. En même temps, les habitants là-bas et surtout les jeunes doivent chercher à mieux connaître la Chine continentale, malgré le fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore l'occasion de la visiter. J'espère que les jeunes des deux côtés renforceront leurs échanges. Cette année, plus de 3200 journalistes étaient inscrits pour couvrir les 2 sessions politiques chinoises annuelles, dont plus d'1 millier de journalistes étrangers en provenance de 65 pays et régions, représentant au total 234 médias. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font connaître la Chine à travers les téléspectateurs et les lecteurs et à travers le prisme de la CCPPC et l'APN. Quelles ont été leurs impressions concernant cet événement? Nos envoyés spéciaux Xie Chongchong et Gao Ning sont partis à leur rencontre. Pour être franc, c'est la première fois que j'ai la chance de couvrir cet événement, car je viens tout juste de m'installer en Chine il y a 2 mois. Je n'ai donc pas trop l'expérience de ce genre d'événement, mais j'ai trouvé cela très intéressant de couvrir les sessions et également les conférences de presse qui ont été organisées. Je pense que c'était aussi une bonne opportunité pour avoir un dialogue direct avec la direction du pays, comme le ministre des Affaires étrangères par exemple. Non, mais d'abord il y a le monde.
le monde. Dans nos petits États, on constate qu'il n'y a pas suffisamment de monde, il n'y a pas trop de monde. Mais là, on se rend compte qu'il y a du monde, les journalistes sont nombreux, et les salles sont très grandes, très grandes. Et puis il y a le franc-parler des uns et des autres. Les gens posent les questions qu'ils veulent et les autorités y répondent simplement. Vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec le Myanmar. Le président chinois Xi Jinping a félicité Tin Kyo pour son élection en tant que nouveau président du Myanmar. Le président Xi a déclaré que sous la présidence de Tin Kyo, le peuple du Myanmar allait connaître de grandes réussites en termes de construction et de développement national. Le président chinois indique que la Chine souhaite également travailler plus avec le Myanmar afin de développer durablement leur partenariat stratégique global qui bénéficie aux deux peuples. Les gardes-côtes argentins ont ouvert le feu et coulé un bateau de pêche chinois dans les eaux argentines. L'Argentine indique que le navire pêchait illégalement. Plus de 30 membres d'équipage se trouvaient à bord. 4 marins ont été secourus par les gardes-côtes et les 28 autres restants par des chalutiers chinois se trouvant dans les parages. Le ministre chinois des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine en Argentine ont entrepris des démarches urgentes auprès de Buenos Aires, faisant part de leur inquiétude sérieuse. Ils ont demandé que l'Argentine conduise une investigation approfondie et informe la partie chinoise des détails. La Chine a également demandé que Buenos Aires garantisse la sécurité, les droits et intérêts légitimes de l'équipage chinois et prenne des mesures efficaces afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Les négociateurs du gouvernement syrien ont écarté la possibilité de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourparlers de paix qui se déroulent à Genève. Ils ont même qualifié leur négociateur en chef de terroriste. Le rejet de pourparlers directs complique la tâche des médiateurs de l'ONU alors que les discussions se poursuivent pour une 3e journée sans qu'il n'y ait de véritable espoir de déblocage. Les détails dans notre reportage. L'espoir d'arriver à un accord est aussi incertain que le ciel de Genève. Le rejet de pourparlers directs par le gouvernement syrien est une indication du fossé qui sépare les deux côtés. Nous, en tant que délégation syrienne, nous ne sommes pas honorés de nous asseoir avec des terroristes pour des pourparlers directs. Le chef de la délégation de l'opposition, Mohamed Alouche, est un terroriste qui appartient à une organisation terroriste. Mohamed Alouche, qu'on voit ici à droite, est le dirigeant de l'aile politique du groupe rebelle Jaïch al-Islam. Il est à Genève en tant que négociateur en chef de la coalition de tous les groupes d'opposition syriens. Ce plus récent échec dans les pourparlers intervient alors que des avions de transport militaire russes ont quitté la Syrie et que Moscou diminue le soutien de ses forces armées au président syrien Bachar al-Assad. Le gouvernement syrien prétend de son côté que les Russes ne font que redéployer leurs effectifs. Dans un contexte plus large, les tensions que crée le conflit dans la région ne fait aucun doute à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accuse la Turquie de menacer le processus de paix en s'attaquant aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Les gestes de la Turquie sapent les efforts de l'ONU, menacent le cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire et le début du processus de paix. Le président turc Recep Tayyip Erdogan y est allé d'une déclaration du même genre en accusant Moscou de livrer des armes à des groupes terroristes en Syrie. Ces bruits ne sont pas simplement une distraction pour les négociateurs à Genève. Ils sont l'incarnation de l'impact à l'échelle internationale de 5 années de conflit en Syrie et de la distance qui sépare les deux camps. Le processus de paix est quelque chose qui peut parfois donner des frissons. Et le chef de la délégation syrienne au pourparlers intersyriens à Genève, Bachar Jafari, a déclaré que le retrait des forces russes de Syrie n'était pas surprenant. Il s'est d'ailleurs montré très ferme sur le fait que le gouvernement syrien n'était pas encore prêt pour des pourparlers directs avec l'opposition.
Pour nous, ce n'est pas surprenant. Il s'agit d'une décision politique commune, coordonnée, prise ensemble par Moscou et Damas. Nos frères et amis, les Russes, sont venus en Syrie du fait d'une décision commune. Et lorsqu'ils quitteront le territoire ou qu'ils redéploieront leurs forces de manière partielle ou complète, alors cela sera fait encore et encore par une action conjointe coordonnée russo-syrienne. Par ailleurs, Bachar Javari a rejeté le projet des Kurdes syriens visant à obtenir une autonomie plus grande. Les réunions conduites par les composantes kurdes dans le nord de la Syrie devraient mener à la déclaration d'un nouveau système fédéral contrôlé par les Kurdes. Cette décision devrait provoquer la colère de la Turquie, Ankara considérant avec méfiance toute tentative visant à accentuer l'autonomie et le contrôle de territoire. Ramzi Estan Ramzi, adjoint de l'envoyé spécial de l'ONU, a déclaré que les Nations Unies confirmaient, je cite, l'unité et la sécurité des territoires syriens. Il a ajouté que les Syriens décideraient de l'avenir de la Syrie. Le président des États-Unis, Barack Obama, a nommé le juge de la Cour d'appel Merrick Garland au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Âgé de 63 ans, Merrick Garland est présentement juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis dans le district de Columbia. Il a été choisi pour remplacer le juge Antonin Scalia qui est mort le 13 février après plusieurs années de service au sein du plus haut tribunal du pays. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et les jugements de ce tribunal peuvent influencer le développement d'enjeux sociaux importants aux États-Unis. La mort du juge Scalia a mis fin de façon dramatique à la majorité de 5 contre 4 des conservateurs au sein du tribunal. Cette situation donne la chance au président Obama de faire basculer la balance du pouvoir en faveur des libéraux. Le juge Garland est le 3e magistrat nommé par le président Obama. Il avait déjà nommé 2 femmes, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Direction l'Afrique du Sud, où le comité de politique monétaire de la Banque de réserve annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt ce jeudi. Lorsque le groupe s'est rencontré la dernière fois, l'impact de l'éviction du ministre des Finances pesait lourdement sur leur esprit. La monnaie était toujours près de son niveau le plus bas par rapport au dollar américain et la sécheresse avait commencé à affecter l'inflation des prix de la nourriture. La monnaie demeure faible, la sécheresse a affecté l'inflation des prix de la nourriture et Eskom a remporté l'augmentation des prix de l'électricité qui affecteront les prix administrés, ce qui nourrira directement la pression inflationniste. Par ailleurs, la Banque de réserve se garde bien de dévoiler ses intentions. Nous allons évaluer toutes les nouvelles données qui sont devenues disponibles depuis notre dernière réunion et l'information que nous avons reçue. Et sur la base de notre jugement collectif sur comment cela pourrait nous informer ou nous aider à décider si la position de la politique monétaire actuelle continue d'être appropriée. Vous devez considérer la valeur du rand relative au coût des marchandises dans le pays. En d'autres termes, vous devez gérer l'inflation. Et deuxièmement, en association à cela, vous devez considérer la valeur de la devise par rapport aux autres devises. Donc je pense que la position politique adéquate de la part de la Banque de réserve sud-africaine est de défendre la monnaie. Et cependant, la Banque de réserve maintient que son attention se porte sur l'inflation et que la faiblesse de la monnaie n'entre pas en considération lorsqu'ils prennent leurs décisions. En gros, le rand a flotté entre 15 et 16 rands le dollar, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un facteur supplémentaire pour le comité de politique monétaire. Je pense cependant que ce qui va les préoccuper est le fait que la monnaie ne montre pas encore des signes de renforcement et qu'elle est toujours incroyablement faible par rapport au dollar. L'agence de notation Moody's est en ce moment en Afrique du Sud, procédant à un audit des conditions économiques du pays. Elle discute avec les responsables du Trésor et le ministre des Finances, ainsi que d'autres acteurs. Mais le comité de politique monétaire peut-il envoyer quelque sorte de signal aux agences ? La Banque de réserve fait partie du processus global, mais je pense qu'à cette phase, il y a peu qu'elle puisse faire pour d'une part apaiser les agences de notation et d'autre part permettre à l'Afrique du Sud d'éviter un déclassement. Étant donné le mandat clairement univoque du comité de politique monétaire et de la Banque de réserve sud-africaine de prendre soin de la monnaie, je pense qu'ils doivent relever le taux. J'estimerais une hausse de 25 points de base. L'inflation est en hausse et elle atteindra probablement 7% cette année, c'est ce qu'on suggère.
Et si c'est le cas, le comité de politique monétaire aura à prendre des décisions difficiles. En Tanzanie, les enseignants sont autorisés à prendre le bus de et vers l'école gratuitement en vue de rendre service aux écoles. Un programme mis à l'essai dans la capitale commerciale de Dar es Salaam. Mais les enseignants se sont vus remettre des cartes de gratuité pour les bus du pays. L'homme Daladada a rarement été considéré comme un véhicule de changement. Mais en Tanzanie, cela sert à l'éducation. Et ce parce que les enseignants ont droit à des trajets gratuits pour aller travailler et permettre aux écoles qui luttent de ramener davantage de personnel. Un exemple avec Moussa, qui a besoin d'1 heure pour se rendre à l'école. C'est bien pour moi, car cela m'aide à arriver à l'école à temps. Le Daladada est un mode de transport populaire pour des milliers de professeurs et cette politique pourrait leur faire économiser $10 par mois. L'espoir est que cela donne un élan aux instituteurs, mais aussi aux enfants. Et cela vise à aider les écoles de la capitale commerciale de Dar es Salaam, qui ont besoin du plus d'enseignants possible. Mais les conducteurs de bus perdent de l'argent et cela a causé certains problèmes aux enseignants. Chaque fois, professeur. Êtes-vous professeur? Donnez-moi de l'argent. Nous disons non, non, non. Nous voulons la gratuité. Ils n'ont pas une connaissance suffisante sur ce programme. Les autorités ont déclaré qu'elles pensaient à développer le programme dans la totalité de la ville. Durant des années, des étudiants ont voyagé gratuitement en bus, mais désormais, les enseignants pourraient également se presser dans les bus pour bénéficier d'un transport gratuit. Et alors que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis continuent de décliner, les studios hollywoodiens regardent vers l'Asie pour de nouvelles opportunités. Ils souhaitent non seulement attirer les amateurs de cinéma dans les salles, mais aussi capturer l'attention des joueurs pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, une start-up hongkongaise cherche à supprimer le fossé entre la ville du rêve et les joueurs de la partie continentale de Chine. Avec un œil sur la Chine, 3 grands studios hollywoodiens ont décidé de prendre des participations dans une jeune entreprise de Hong Kong. Le créateur de jeux mobiles Fifth Journey a été fondé il y a tout juste 1 an par Eric Tan. Ancien cadre à Electronic Arts en Asie, Tan a été responsable de l'adaptation de Despicable Me Minion Rush pour la partie continentale de Chine. C'est l'une des plus performantes plateformes de divertissement interactif à entrer dans le marché. Les joueurs peuvent acheter des tickets de cinéma, des clips en streaming et même des objets comme des t-shirts et des jouets. Pour les fans, c'est très simple, c'est un guichet unique qui lie l'IP en un clic. Pour Hollywood, c'est une solution pour le divertissement où nous faisons converger tous les différents secteurs d'activité en une application. Les jeux représentent près d'un tiers des sources de revenus du cinéma et avec le secteur du jeu en ligne en Chine qui se développe à une moyenne de 30% par an depuis les 8 dernières années, ce n'est pas étonnant que Hollywood souhaite y prendre part. Le comportement de jeu des Chinois peut être très différent de celui des Occidentaux. Nous avons dû modifier la difficulté, nous avons dû changer certaines mécaniques de monétisation afin de nous adapter au goût local. Il y a des défis autour des plateformes. iOS et Google Play sont les principaux canaux de vente aux États-Unis, mais en Chine, il y a des centaines de plateformes différentes. Et donc, les producteurs américains vont probablement collaborer de plus en plus avec la partie continentale de Chine, ce qu'a déjà fait Hong Kong. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de films à succès de Hong Kong ont été coproduits avec l'industrie du cinéma de la partie continentale de Chine. Ce genre de mouvement s'oriente vers une direction, c'est toujours le divertissement et toujours pour le marché de la partie continentale. Une chose est sûre, Tinseltown va dérouler davantage de tapis rouges pour convaincre les clients chinois. Chaque année, aux alentours du mois de mars, lorsque les arbres sont en fleurs, l'université de Wuhan accueille des visiteurs venus de toute la Chine. Les premiers sakuras de l'université de Wuhan ont été offerts par l'ancien Premier ministre Zhou Enlai en 1972. En 1982, afin de célébrer les 10 ans de l'établissement des relations diplomatiques, une entreprise japonaise a offert 100 plants de sakura. 10 ans après, un Japonais amoureux de la province du Hubei en a donné 200 autres.
En 2011, il y avait déjà plus de 1000 arbres, comprenant plus de 10 espèces de sakura. Chaque année, après la floraison des calicantes, les sakuras s'épanouissent successivement. Les fleurs brillent dans les monuments anciens et cela ne fait que rendre l'université de Wuhan plus charmante. Oui, c'est très beau ici. Les sakuras sont très jolis. Cela embellit le printemps. Je viens de Shanghai, il y a aussi de sakura à l'université Tongji, mais c'est différent d'ici. Ici, c'est plus beau, les monuments anciens, l'histoire et les fleurs, c'est impressionnant. Mis à part l'université de Wuhan, il existe aussi d'autres lieux pour admirer les sakuras, comme le parc de sakura du lac de l'Est, qui est l'un des 3 sites pour les sakuras les plus connus au monde. Construit en 1970, il y a plus de 45 espèces de sakura dans ce parc. Les premiers arbres sont venus du Japon en 1978 pour rappeler le début des relations diplomatiques. En plus des sakuras, on y trouve aussi un pavillon, un étang et un pont imitant le style de construction japonaise. Les visiteurs ont un peu l'impression d'être au Japon. Ce parc est assez délicat. Par rapport à l'université de Wuhan, les paysages sont plus grandioses. Maintenant, c'est la floraison. Ça nous donne plein de vigueur. La floraison des sakuras dure 13 à 20 jours. Si vous souhaitez admirer les plus beaux sakuras de Chine, ne tardez donc pas. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.